Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons coudre ensemble le patron Sifnos. Il s'agit d'une robe, d'une blouse ou d'une jupe smokée à la taille qui est disponible en femme du 32 au 52. C'est un modèle que l'on peut décliner de diverses façons grâce à toutes ces options, ce qui vous permet de faire au total 17 versions différentes. Pour faire court, nous vous proposons 2 longueurs de robe, mais aussi de jupe. Une longueur au-dessus du genou et une autre à mi-mollet. Le patron permet aussi de faire une blouse. On propose 3 options de manches, une option manche longue avec bracelet au poignet, une version manche rond volantée ou encore une version sans manche. Il y a également une option de bande volantée à l'encolure. Le point commun à toutes les options est le décolleté croisé devant et surtout la présence de lignes de fil élastiquées qui forment une taille smokée ultra souple et vraiment confortable. Pour les versions avec le buste, c'est-à-dire la robe ou la blouse, le haut est doublé pour assurer de jolies finitions. Le volume global est ample dans un esprit bohème. Ce patron se déclinera aussi bien en été qu'en hiver, en y glissant un t-shirt ou un col roulé sous votre robe et en portant la robe ou la blouse avec des collants pour les saisons plus fraîches. Le niveau de couture est plutôt avancé. Il y a quelques points un peu techniques, et en particulier la réalisation de la bande smokée. C'est un modèle parfait pour les couturières qui aiment la précision et les petits défis. Avec ce modèle, vous apprendrez à monter une doublure, à faire des smokes et des fronces, et à assembler des bandes volantées. Pour les tissus, le patron se coud avec des matières tissées en chaîne et trame qui sont assez fines et surtout très souples pour permettre la réalisation simple des lignes de smoke. Le tissu est à choisir également en fonction de la saison, ce qui fait de Sifnos un patron à utiliser toute l'année. On peut utiliser de la popeline, du chambray, de la double gaze, du velours côtelé fin, qu'on utilise en général pour des blouses, du jean léger, du lin, du seersucker, de la viscose ou encore de la flanelle fine. Concernant la doublure du buste, je recommande plutôt l'usage de la même matière que celle de l'extérieur ou alors un chêne et trame plus fin encore. Vous aurez besoin de peu de fournitures, du fil coordonné en coloris, des aiguilles adaptées à votre matière, des aiguilles donc universelles convient pour presque tout, mais sinon il est recommandé par exemple l'usage d'aiguilles Microtex pour la viscose. Dans les fournitures importantes, vous aurez surtout besoin de l'élastique à smoke, un élastique rond qui est plutôt fin et qui est vendu en général en bobines de 10 mètres ou de 20 mètres. Ces bobines existent en différentes couleurs, mais le coloris le plus courant est le blanc et il fonctionnera très bien car l'élastique à smoke est cousu sur l'envers du tissu et ne se verra donc pas. Pour les versions blouse ou robe, il vous faudra enfin une bande de support droit fil, autrement appelée seam tape, ou une fine bande d'entoilage thermocollante de 1 cm de large. Il vous faudra aussi une craie de tailleur pour marquer les repères et les lignes de smoke, des épingles ou des pinces, un mètre ruban, des ciseaux et en option un couturomètre du commerce ou à fabriquer soi-même pour faire simplement les pliages des ourlets au fer. Et enfin, un bâton de colle textile pour tenir en place les fils de smoke avant de les piquer, mais ceci est tout à fait optionnel. Pour vous donner un aperçu de toutes les versions que l'on peut réaliser, nous allons voir ensemble les différents vêtements que nous avons cousus. On commence par cette robe en velours côtelé de coton, très fin et vert foncé. Cette matière est très facile à froncer. Notre version est à manches longues et de longueur au-dessus du genou. On a ensuite cette version robe longue avec des mancherons en viscose imprimée. L'imprimé fort rend la robe très estivale et la viscose fluide renforce le volume blousant du buste. Dans une autre viscose imprimée, on a la blouse version manche longue cette fois. Enfin, on a cousu une jupe en version longue dans un tissu d'atelier brunette. Nous allons coudre ensemble tout au long de la vidéo 4 versions que nous avons réalisées en taille réduite pour faciliter la manipulation devant la caméra. Voici nos modèles réduits pour la vidéo. Une robe en milleret camel, une robe en viscose atelier brunette, une blouse en plumetis ocre
et une jupe en Liberty. Pour les femmes à petite poitrine, il est possible de retoucher légèrement le buste pour réduire un peu son ampleur, car il y a pas mal de volume prévu pour un effet blousant maximum. Donc, si vous avez une petite poitrine, l'idée est de garder de l'ampleur, mais en assurer une croisure parfaite. Il est donc recommandé de réduire le volume de fronce pour éviter l'effet trop de tissu. Dans ce cas, on va déplacer l'écran de 1 cm, comme ceci, sur la pièce buste devant, et réduire un peu de tissu de 1 cm sur le milieu et les côtés, soit 2 cm au total. Au devant, et aussi de 1 cm sur les côtés de la pièce dos. Comme ceci, je vous montre sur le devant, on va redessiner la courbe de l'encolure et sur les côtés, on part du bas de l'emmanchure et on réduit de 1 cm en bas. Et bien entendu, on va répéter sur le dos. Avant de commencer à coudre, on va avoir plusieurs étapes de préparation des pièces. On les a coupées, toutes ces pièces, et on a surfilé les lisières comme indiqué dans notre livret d'instructions. On peut pour cela utiliser une surjeteuse avec un surjet 3 ou 4 fils, ou une machine classique en sélectionnant le point zigzag. Ici, sur les différents modèles, je fais la doublure dans le même tissu que l'extérieur. Si vous faites comme moi, je vous recommande de marquer les pièces doublure d'un signe distinctif avec une crête tailleur. Moi, je vais indiquer un D pour doublure. Pour le buste en tissu extérieur, si vous utilisez un tissu fin, il est important de stabiliser les lisières en biais de l'encolure devant, avant de les coudre. On va utiliser un support droit fil, qui est une bande d'entoilage de 10 mm ou 1 cm, qui est non extensible. Mais vous pouvez aussi découper de la toile fine thermocollante, ce que je fais ici. Je coupe donc une bande de 1 cm de large et de la longueur de la lisière oblique du buste. Ensuite, on va appliquer la bande au fer en alignant la face encollée de la bande sur l'envers le long de l'encolure, sur le tissu extérieur, mais aussi sur la doublure. Si votre bande n'est pas thermocollante, il va falloir la piquer dans la marge de couture. Le tissu ne dispose ensuite d'aucune élasticité une fois la bande entoilée. Et donc, il ne se déformera pas. On va marquer à la craie ou au stylo textile les lignes de smoke sur l'envers du tissu des pièces jupes, devant et dos. La première ligne est à tracer à 3 cm du haut des jupes, puis les suivantes à 1,5 cm les unes des autres. Pour tracer les lignes, j'utilise de préférence une règle de patchwork qui va me permettre de tracer de longues lignes comme ceci. Sinon, on peut aussi utiliser un couturomètre. On va marquer de petits trous qui vont vous permettre de tracer des pointillés et de recomposer une ligne. En tout cas, on va tracer en tout 5 lignes parallèles. Pour les versions robe et blouse, on va d'abord assembler les épaules. On commence par le buste en tissu extérieur. Endroit contre endroit, on va aligner les lisières épaules du tissu extérieur, puis on va épingler les épaules ensemble et on va piquer à 1 cm, qui est la valeur de couture. On va ensuite ouvrir les coutures au fer à repasser. Voici le buste extérieur piqué. On va maintenant répéter les étapes précédentes avec les pièces de doublure du buste. Sur nos versions, les doublures sont réalisées dans le même tissu. Je vous montre ici donc les bustes extérieurs et les bustes doublure montés dans nos différentes versions, en viscose et en velours côtelé fin. Si vous optez pour une version avec bande d'encolure volantée, comme ici sur cette future blouse, on va maintenant préparer et coudre cette bande à l'encolure. Vous pouvez choisir de monter le volant en version avec doublure ou en simple épaisseur, selon l'épaisseur de votre tissu et le rendu souhaité. Je vais évidemment vous montrer les deux versions. On va d'abord s'intéresser à l'option volant d'encolure doublé, qui est recommandée pour les matières très fines uniquement, telles que la popeline ou la viscose. Il faut alors couper 4 pièces du volant d'encolure. 2 dans le tissu extérieur et 2 dans la doublure.
Puis, on va superposer endroit contre endroit 2 pièces de volant d'encolure extérieure et on va épingler l'extrémité, qui est droite, et piquer à 1 cm au point droit. Une fois les 2 bandes assemblées, on va ouvrir la couture au fer ou à l'angle. On va faire de même avec la doublure de la bande volantée en répétant avec les 2 pièces qui sont les pièces de volant doublure, même si ici la doublure est faite dans le même tissu. On va maintenant aligner endroit contre endroit le volant extérieur et sa doublure, puis on va épingler la lisière extérieure et enfin on va piquer ensemble en commençant et en finissant la piqûre aux extrémités. Une fois la piqûre faite, on va cranter dans la marge de couture ainsi formée sur la lisière extérieure tous les 2 cm environ. Ou alors on va réduire la marge de couture tout le long de la lisière à 3 mm environ. Ensuite, on va retourner le travail envers contre envers, on fait ça très soigneusement, et on finira en repassant. En option, il est possible aussi de surpiquer tout le long. On va maintenant voir ensemble comment préparer la bande d'encolure volantée en simple épaisseur. Alors cette technique, c'est la plus courante, quelle que soit la matière, très fine ou fine. On va d'abord superposer endroit contre endroit 2 pièces de volant d'encolure extérieur. On va épingler l'extrémité droite et on va piquer. Une fois les 2 bandes assemblées, on va ouvrir la couture au fer ou à l'ongle, comme je l'ai fait ici sur un échantillon. On va maintenant réaliser sur la lisière extérieure un bord rouloté à la surjeteuse. Pour le bord rouloté à la surjeteuse, on va utiliser le programme bord rouloté 3 fils. On règle sur un point très serré et on fait des essais sur un morceau de tissu avant de se lancer dans la réalisation de ce bord rouloté sur la pièce du patron. On vous invite de toute façon à consulter le manuel d'utilisation de votre surjeteuse pour les réglages, évidemment, du bord rouloté 3 fils. Une lisière va se former comme un petit point de bourdon très serré qui va couvrir vraiment la lisière et qui finit proprement cette lisière extérieure. On peut aussi utiliser un fil mousse en boucleur supérieure pour avoir une couverture encore plus importante de la lisière. Et ceci car le fil mousse est texturé et il a en fait plus de volume. Il va donc recouvrir davantage et facilement les lisières. On pourrait aussi utiliser sur le boucleur supérieur un fil métallisé pour obtenir un effet fantaisie. En tout cas, les arrondis de cette pièce rendront la réalisation d'un bord rouloté parfois un petit peu délicat, comme ici sur la viscose Plumty. Je vous montre la différence en fait entre un bord rouloté réalisé sur une ligne ou sur une courbe. Alors petite précision, il est possible de réaliser une finition en lisière quand même avec une machine à coudre classique. Il suffit de réaliser un point zigzag très petit et surtout très serré à la machine à coudre classique. En option, je suggère de faire un deuxième passage de cette piqûre en zigzag pour vraiment bien recouvrir la lisière. Que l'on fasse un bord rouloté à la surjeteuse ou un zigzag à la machine à coudre, au niveau de la couture d'assemblage entre les 2 pièces, qui sera en fait au milieu du dos, il est important d'avoir bien ouvert les marges de couture avant au fer à repasser afin d'éviter des surépaisseurs qui se verraient beaucoup au niveau du bord rouloté. Et donc vous auriez un effet un peu boursouflé qui n'est pas super beau. Je vous montre aussi le bord rouloté réalisé ici sur une blouse Sifnos en viscose, mais qui tient super bien à la lisière et qui a permis de faire un bord rouloté bien régulier. Je vous montre le résultat de la lisière extérieure finie dans une version simple épaisseur avec bord rouloté. On choisira la version bande d'encolure volantée simple épaisseur pour des tissus un peu moins souples qui ne supporteraient pas une double épaisseur pour un effet volanté vraiment fluide. On peut aussi choisir cette option simple épaisseur si on veut, même pour un tissu ultra fluide, avoir un volant encore plus léger et vaporeux. Par contre, cette option a 2 inconvénients. Il faut une surjeteuse car rouloter à la main entre le pouce et l'index est possible, mais c'est vraiment super délicat à faire. Il faut de la patience, puis épingler soigneusement et piquer la machine à coudre classique. C'est une option que je ne vous ai pas montrée tellement elle est délicate. Mais autre inconvénient, c'est qu'on est amené à voir l'envers du volant plus facilement. Et dans le cas d'un envers non imprimé, cela n'est pas forcément très joli.
Enfin, la réalisation d'un bord rouloté sur des lisières arrondies est plus délicate à faire que la doublure de ce volant en cercle, qui, elle, se fait en très peu de temps et surtout qui est assurée d'être bien faite. On passe maintenant à l'assemblage du volant. Une fois le volant préparé en simple épaisseur ou avec doublure, on va aligner l'envers du volant, donc la lisière à vif surtout, et non la lisière qui vient d'être terminée aux étapes précédentes. Donc on va aligner cette lisière à vif le long de l'encolure en tissu extérieur, sur l'endroit de l'encolure. La couture milieu du volant se place au milieu dos de l'encolure. La bande en cercle va se déformer au fur et à mesure pour former le volant. On prend son temps et on épingle tout le long. Puis on piquera au point droit à travers les épaisseurs. Pour l'option mancheron, nous allons vous montrer le montage de ces petites manches volantées dites mancherons en viscose Beryl d'Atelier Brenette. Vous pouvez choisir de monter le mancheron en version avec doublure ou en simple épaisseur. On va ici illustrer les deux méthodes. Pour démarrer, j'ai pris soin en préambule de marquer d'une croix à la craie de tailleur la partie avant du mancheron qui sera sur le buste devant et le signe D pour indiquer la doublure. On commence par la version mancheron doublé. On va superposer endroit contre endroit deux pièces de mancheron, une en tissu extérieur et une en doublure. On va épingler la lisière extérieure, puis on va piquer ensemble en commençant et en finissant la piqûre aux extrémités. Ça y est, c'est piqué. On va maintenant cranter dans la marge de couture ainsi formée sur la lisière extérieure, tous les 2 cm environ. Et ensuite, on va retourner le travail endroit visible. On a repassé et en option, on va surpiquer à ras. On répétera en symétrie sur l'autre mancheron, ce que j'ai déjà fait de mon côté pour vous montrer le résultat. Je vous montre maintenant l'option mancheron en simple épaisseur. Alors il y a 2 méthodes possibles, le bord rouloté à la surjeteuse ou l'ourlet mouchoir. Je vous montre d'abord le bord rouloté à la surjeteuse sur la lisière extérieure comme ici. On a réglé sur un point très serré et on a fait des essais sur un morceau de tissu avant de se lancer dans la réalisation du bord rouloté sur la pièce du patron. On vous invite évidemment à consulter le manuel d'utilisation de votre surjeteuse pour les réglages du bord rouloté 3 fils. Une lisière se forme comme un point de bourdon très serré qui couvre bien la lisière et finit proprement la lisière extérieure de votre pièce. On peut utiliser un fil mousse en boucleur supérieure pour avoir une couverture encore plus importante de la lisière, car le fil mousse est texturé et a du volume. Il recouvre donc facilement les lisières. On pourrait aussi utiliser sur le boucleur supérieur un fil métallisé pour obtenir un effet fantaisie. En tout cas, les arrondis de cette pièce rendront la réalisation d'un bord rouloté parfois un peu délicat comme ici sur la viscose. Vous pouvez voir la différence entre un bord rouloté réalisé sur une ligne ou sur une courbe ici. Pour finir la lisière extérieure du mancheron en simple épaisseur, on peut aussi choisir de faire un ourlet mouchoir. Pour cela, on va marquer au fer à repasser 2 rentrées successives de 2 à 3 mm chacun. Et bien sûr, on va prendre le temps d'épingler soigneusement avec beaucoup d'épingles. Et enfin, on piquera l'ourlet mouchoir. Autant vous dire qu'avec la courbe bien marquée de ce mancheron, ce n'est pas facile de marquer des rentrées. Il faut en même temps étirer légèrement la matière pour que la courbe reste régulière, mais sans trop étirer non plus, au risque de déformer la pièce. Bref, vous l'aurez compris, cette technique nécessite patience et précision, à réserver donc aux couturières méticuleuses. Voilà qui est piqué. Il reste alors à répéter sur l'autre mancheron en symétrie. On choisira la version mancheron volanté simple épaisseur pour des tissus un peu moins souples qui ne supporteraient pas une double épaisseur pour un effet volanté vraiment fluide. On peut aussi choisir cette option simple épaisseur si on veut, même pour un tissu ultra fluide, avoir un volant encore plus léger et vaporeux. La version doublée reste bien souple sur la viscose comme ici. En tout cas,
l'option simple épaisseur présente un inconvénient, enfin surtout deux inconvénients. On est amené à voir l'envers du mancheron plus facilement et dans le cas d'un envers non imprimé, cela n'est pas forcément joli. Enfin, la réalisation d'un bord rouloté ou d'un ourlet mouchoir sur des lisières arrondies est plus délicat à faire que la doublure de cette pièce mancheron qui est en arrondi. La doublure se fait en très peu de temps et est surtout assurée d'être bien faite. Une fois les mancherons préparés en simple épaisseur ou avec doublure, on va aligner l'envers d'un mancheron, le long de l'emmanchure du tissu extérieur. Alors on va aligner la lisière à vif et pas la lisière que nous venons de finir aux étapes précédentes. On aligne donc cette lisière à vif sur l'endroit de l'emmanchure en calant le repère à la couture épaule. J'ai marqué le devant du mancheron d'une croix. Le mancheron de forme arrondie va se déformer au fur et à mesure pour former un volant. On va épingler et on piquera à travers les épaisseurs. Une fois piqué, on va répéter en symétrie avec l'autre mancheron sur l'autre emmanchure. Pour les versions mancheron ou sans manche, on va maintenant monter la doublure au buste. On va aligner endroit contre endroit les lisières à vif de l'encolure du tissu extérieur et de sa doublure, et on va épingler. En cas d'option bande d'encolure volantée, alors celle-ci sera évidemment prise en sandwich entre le tissu extérieur et la doublure. Ensuite, on va piquer d'une extrémité du devant à l'autre extrémité en passant par l'encolure dos. Une fois piqué, on va dégarnir en réduisant la marge de couture à 4 mm, c'est-à-dire qu'on va recouper la marge à 4 mm de la couture et en option, on peut sinon cranter la marge dans l'arrondi. Maintenant, on va sous-piquer la doublure. Alors pour cela, on va écarter le tissu extérieur de sa doublure. On va coucher et repasser la marge de couture sous la doublure au niveau du décolleté et de l'encolure dos. On va maintenant sous-piquer, c'est-à-dire qu'on va piquer à 2 mm de la couture, la marge et la doublure ensemble, mais pas le tissu extérieur. Je vous montre ici avec la machine à coudre. Je maintiens bien la valeur de couture couchée sous la doublure et je pique ensemble la valeur de couture et la doublure tout le long. Grâce à cette sous-piqûre, la doublure restera bien en place à l'intérieur du vêtement. On va maintenant aligner endroit contre endroit les emmanchures en tissu extérieur et en doublure, puis on va épingler. En cas d'option mancheron, ces derniers seront pris en sandwich entre le tissu et la doublure. Il ne reste plus qu'à piquer. Une fois piqué, on va cranter en option la marge dans l'arrondi de l'emmanchure. Il restera à répéter sur l'autre emmanchure. On va alors pouvoir retourner l'endroit visible en passant les devants par les épaules. D'abord d'un côté, puis on va répéter avec l'autre devant. Il faut alors repasser soigneusement en rabattant le mancheron si telle est l'option choisie. Pour fermer les côtés du buste, on va placer endroit contre endroit les lisières côté devant et dos en tissu extérieur ensemble et les lisières devant et dos en doublure ensemble. Cela va un peu vous déformer le buste. Je vous remontre. On va bien coucher les marges de couture de chaque côté pour éviter les surépaisseurs. On va épingler, puis on piquera les côtés en tissu extérieur, puis en doublure en une seule piqûre. Une fois les piqûres faites, on va ouvrir les coutures côté au fer. Et on répétera en symétrie de l'autre côté. Il reste à rabattre le buste envers, contre envers, puis repasser au niveau des emmanchures. Pour fermer le buste devant, on va simplement superposer les bustes devant en faisant coïncider le repère. La partie buste devant droit au porté est à superposer au-dessus de la partie gauche au porté. On va tenir les bas par des épingles avant de faire une simple piqûre au point droit à travers les épaisseurs dans la marge de couture. Voilà le résultat pour le buste des versions sans manches ou avec mancheron comme ici. Le buste est bien doublé et prêt à être assemblé au bas. Pour la version manche longue, on va en préambule
passez un fil de fronce en tête de manche sur la moitié haute de la tête de manche. On fait cela avec une aiguille et un fil contrastant pour bien le voir par la suite. Cela peut se faire avec une machine à coudre, comme ici sur la version en viscose, ou à la main, comme je vais le faire ici avec vous sur la version en velours Milleray. Dans tous les cas, couture machine ou à la main, on va réaliser cette ligne de fronce avec de grands points sans arrêt en début ou en fin de couture. On fait donc nos points dans la marge de couture. On laisse évidemment les extrémités non bloquées pour pouvoir ultérieurement tirer et former des fronces. On démarre au milieu de l'emmanchure devant ou dos, on passe sur la tête de manche, puis on continue jusqu'au milieu de l'emmanchure opposée. On va également passer 2 fils de fronce parallèles en bas de manche dans la marge de couture. On les passe soit à la main avec une aiguille et un fil contrastant, soit à la machine comme je l'ai fait de mon côté sur les 2 versions. Vous voyez, j'ai mis des coloris de fils de bobine et de canettes différentes en bleu en bobine et en blanc en canette pour bien les distinguer, car après, je vais tirer sur les fils de canette et ainsi, je les distinguerai mieux. Pour la tête de manche en étape précédente, on n'a passé qu'une ligne de fil de fronce, car il s'agit de réduire avec quelques fronces à peine visibles et de façon un peu grossière le léger embut, c'est-à-dire l'excès de tissu en haut de la tête de manche, qui est destiné à donner de l'aisance aux vêtements. Alors qu'ici, en bas de manche longue, l'idée est vraiment de froncer le bas pour un effet blousant désiré. Il faut donc 2 lignes de fronce pour former de belles fronces régulières. On va ensuite aligner endroit contre endroit les dessous de manche et on piquera avant d'ouvrir les marges de couture au fer. On répétera en symétrie sur l'autre manche comme je l'ai déjà fait ici pour l'autre manche longue en viscose ou ici sur l'autre version en velours Milleray. Les manches sont prêtes à recevoir le poignet. Ici, un bracelet de bas de manche dans 2 versions, en viscose ou en velours fin. On va plier en 2 le poignet dans sa largeur, endroit contre endroit. On aligne les 2 extrémités et on va piquer. Je vous montre ici dans les 2 versions. On a préparé le poignet avec les marges de couture que l'on a ouvertes au fer à repasser. On va aussi marquer au fer un rentré de 1 cm le long d'une lisière uniquement. On va maintenant diviser le poignet en 4 parties égales en les marquant par des épingles, et ce, le long de la lisière non rentrée précédemment. On va ensuite diviser le bas de la manche longue en 4 parties égales, et on va commencer à froncer le bas de la manche pour réduire sa largeur en tirant sur les 2 fils de canette, tout simplement. On aligne endroit contre endroit la lisière non repliée du poignet à la lisière du bas de manche. On commence en faisant coïncider d'abord les coutures de dessous de manche et du poignet, puis on va faire coïncider les épingles des 2 pièces. On va repositionner les épingles à travers les épaisseurs, puis on va tirer sur les fils de fronce du bas de manche pour que le bas de la manche soit au final de même largeur que le poignet. Alors on va prendre son temps et on va ensuite répartir les fronces du bout des doigts. Et si vous avez besoin, il faut placer davantage d'épingles pour éviter de petits faux plis plus tard au moment de la piqûre. Et bien justement, il ne va nous rester plus qu'à piquer. Alors on va piquer en mettant le pied presseur de la machine à l'intérieur comme ceci pour permettre une bonne progression de la couture sur cette partie qui est finalement assez étroite. Ce n'est pas très facile à faire, j'avoue, surtout quand on a les plus petits détails, mais c'est tout à fait possible et il suffit de prendre son temps et ne pas hésiter à laisser l'aiguille plantée dans le tissu, à soulever le pied presseur et à bien replacer les fronces avec un poinçon ou une pointe comme ici. On va maintenant rabattre le poignet à cheval sur le bas du poignet, envers contre envers, en maintenant le rentré fait auparavant. On va alors recouvrir de ce rentré la marge de couture du bas de manche. Cette valeur de couture va se retrouver finalement enfermée entre les épaisseurs du poignet et on va épingler soigneusement tout le tour pour fermer le poignet.
Il restera à fermer par des points glissés à la main, comme je vous le montre ici. On va piquer d'abord sur la lisière, puis on pique juste en face dans l'épaisseur, et on décale ensuite l'aiguille pour former le point suivant, et ainsi de suite. L'idée de piquer dans l'épaisseur du tissu, sur un ou deux fils, pour ne pas voir les points sur l'endroit du travail. Franchement, c'est rapide en fait à faire, et le rendu est vraiment beau. On peut aussi piquer à la machine à coudre, comme je vous le montre ici sur la version de la blouse en viscose. On va positionner encore le pied presseur à l'intérieur du poignet et on démarre par un point d'arrêt. Puis on progresse avec soin le long de la bande poignet pour un travail bien régulier à 2 mm de la manche. Voilà, les poignets sont montés pour les versions en velours fin ou en viscose. De votre côté, il reste à répéter les opérations sur l'autre manche avec l'autre poignet en symétrie, comme je l'ai déjà fait de mon côté. On peut enlever les fils de fronce avec un découseur en option. Bon, personnellement, je préfère les finitions à la main pour un effet très couture avec des coutures invisibles. Mais il faut garder en tête que c'est toujours un petit peu plus long à réaliser. Pour l'option manche longue, on va maintenant aligner les lisières côté du buste devant et dos en tissu extérieur. On épingle et ensuite on va répéter en symétrie sur l'autre côté. Enfin, on va piquer puis ouvrir les marges de couture au fer. Voilà le résultat sur les deux côtés. On va ensuite identifier le devant du dos de l'emmanchure. Le devant est plus creusé que le dos. On va mettre le buste en verre visible et enfiler la manche endroit contre endroit dans le buste. On va aligner les lisières de la tête de manche à l'emmanchure en commençant par la couture du dessous de manche qu'il faut aligner à la couture côté du buste. Le repère de tête de manche est à caler avec la couture épaule du buste. On démarre l'épinglage à ces deux niveaux, puis on continue l'épinglage sur le bas, puis dans l'arrondi. On tire alors délicatement sur les fils de fronce pour réduire l'éventuel embut et faire que les lisières de tête de manche soient de même longueur que la lisière de l'emmanchure. Afin de voir au minimum les fronces créées par l'embut, qui est un excès de matière de la manche prévu pour donner l'aisance et assurer un bon placement de la manche sur l'épaule, on va répartir du bout des doigts les petites fronces et surtout, on va mettre un max d'épingles pour être sûr que les fronces soient pratiquement invisibles. Il va nous rester à piquer tout le tour en vérifiant que les marges de couture en bas de l'emmanchure sont bien ouvertes. Alors voilà, on a piqué, l'embut est bien résorbé et on ne voit pas de fronce. J'ai également préparé et monté l'autre manche de la même façon en symétrie. Il reste à tirer sur les fils de fronce pour les retirer. Et enfin, on va coucher au fer les marges de couture vers le buste. Pour monter la doublure de la version manche longue, on va en préambule marquer au fer un rentré de 1 cm sur les emmanchures de la doublure du buste. Et ensuite, on va laisser cette partie en attente. On va aligner endroit contre endroit les lisières à vif de l'encolure en tissu extérieur et en doublure et on va épingler. En cas d'option bande d'encolure volantée, celle-ci sera prise en sandwich entre le tissu extérieur et la doublure. Il faut alors piquer en partant d'une extrémité du devant à l'autre extrémité. Pour la version sans volant à l'encolure, on va d'abord ouvrir la couture au fer à plat pour marquer la couture proprement. Maintenant, pour toutes les versions, avec ou sans volant à l'encolure, on va écarter le tissu extérieur de sa doublure. On va coucher et on va repasser la marge de couture sous la doublure, au niveau du décolleté et dans l'encolure dos. En cas d'option volant à l'encolure, vous devez écarter le tissu extérieur et le volant de la doublure. On va maintenant sous-piquer, c'est-à-dire qu'on va piquer à 2 mm de la couture la marge et la doublure ensemble, mais pas le tissu extérieur, ni le volant, si vous avez opté pour cette version. Grâce à cette sous-piqûre,
la doublure restera bien en place à l'intérieur du vêtement. On retourne envers contre envers la doublure buste contre le buste en tissu extérieur. Puis on repasse. On va écarter de nouveau la doublure, puis on va aligner endroit contre endroit les lisières côtés de la doublure devant et dos. On va épingler et on piquera ensemble avant d'ouvrir la couture au fer. Je vous montre le résultat des deux côtés sur la version viscose à volant et sur la version en velours fin. On va maintenant recouvrir les marges de couture des emmanchures du buste en tissu extérieur et des manches longues avec la doublure dont un rentré avait été marqué au fer précédemment. On va coucher bien de nouveau les marges de couture vers le buste. Puis on va épingler soigneusement la doublure, rentré fait, le long des emmanchures. On démarre cet épinglage en faisant coïncider les coutures aux épaules, puis les coutures en bas des emmanchures. Puis on fait le tour des emmanchures. Enfin, on va fermer la doublure avec des points glissés réalisés à la main. On démarre où l'on veut en piquant dans l'épaisseur du tissu, puis en piquant exactement en face, également dans l'épaisseur du tissu pour que le point ne soit pas visible sur l'endroit du vêtement. Vous aurez ainsi des finitions impeccables avec les marges de couture enfermées et prises dans les épaisseurs. Il restera à répéter en symétrie avec l'autre emmanchure. Je vous montre la version en viscose, doublures épinglées des deux côtés. Puis, voici le résultat après la couture à la main en point glissé. C'est impeccable. J'ai fini de mon côté les deux emmanchures. Il reste à superposer les bustes devant en faisant coïncider le repère. Donc la partie du buste devant droit au porté est à superposer au-dessus de la partie gauche au porté. Puis on va aligner les arrondis en bas, on va les épingler et on piquera au point droit à travers les épaisseurs dans la marge de couture. En préambule au smoke, on va vérifier que toutes les lignes de smoke ont été marquées sur l'envers du tissu des jupes, devant et dos. Alors pour les versions blouse et robe uniquement, on va piquer dans la marge de couture en bas des jupes, devant et dos, 2 lignes de fronce parallèles avec des points longs, sans point d'arrêt en début et en fin de piqûre. Si vous avez fait un surjet 4 fils à la lisière, vous pouvez gagner du temps en utilisant directement les 2 fils d'aiguille comme fil de fronce. On peut en effet les isoler et on tirera par la suite dessus afin de former des fronces. Dans ce cas, donc, pas besoin de piquer les 2 lignes de fronce en plus. On va laisser en attente ces lignes de fronce pour plus tard. Pour la version jupe, on va marquer au fer 2 petits rentrés de 0,5 cm chacun. Ce qu'on appelle un peu faire des ourlets mouchoirs en haut des jupes. On va épingler et on va piquer à 4 mm en démarrant et en s'arrêtant à 3 cm des extrémités. Ceci afin de pouvoir déplier les rentrées aux extrémités au moment de l'assemblage des coutures côtés de la jupe au chapitre suivant. On va laisser en attente. Si vous avez utilisé un stylo friction pour marquer les lignes de smoke, ce stylo en fait est sensible à la chaleur. Il est donc possible, voire très probable, que votre ligne du haut soit partiellement effacée au passage du fer à repasser. Alors pas de panique, il faut juste la retracer dès que le tissu a un peu refroidi. Allez, on va démarrer les lignes de smoke et ceci est valable pour toutes les versions. Mais je vais vous montrer ici sur une jupe en Liberty. On va couper une longueur de fil de smoke égale à la valeur indiquée dans votre tableau de tuto. On va couper encore 4 autres longueurs identiques de fil à smoke pour en avoir 5 au total. On marque le milieu de la longueur d'élastique et on positionne ce milieu au niveau d'une extrémité de la première ligne de smoke. Afin de bloquer le fil, on écarte les 2 brins et on réalise un point d'arrêt en aller-retour simplement au point droit. Puis on recommence avec une deuxième longueur de fil à smoke sur la deuxième ligne de smoke. On plie en deux et on va positionner le milieu le long de la ligne de smoke. On pique
et ainsi de suite avec chaque ligne et chaque fil à smoke. Je vous montre une astuce pour aller plus vite. Pour ma part, j'utilise un bâton de colle textile qui s'en va à l'eau lors du premier lavage. Je mets des points de colle au bout des lignes de smoke et je tiens ainsi en place mes fils en collant le milieu de chaque longueur de fil sur la pointe de la colle. Voilà, toutes les longueurs sont tenues en leur milieu et on va rabattre les deux bouts ou brins de fil l'un contre l'autre et on laisse en attente. Il est temps de réaliser les smokes en piquant les fils étirés pour former des fronces, ligne par ligne. On va régler sa machine sur le point zigzag avec un écartement de 3 et une tension de fil moyenne de 4 environ. On va d'abord s'occuper de la première ligne en partant du haut. On va planter l'aiguille de la machine au centre, de sorte que le fil soit autour de l'aiguille plantée. Quand je dis autour, c'est de part et d'autre donc. On va rapprocher au maximum les deux brins de fil élastique de la première ligne. On va les tenir ensemble fermement, quelques centimètres après l'aiguille, donc 5 à 10 cm environ. On fait quelques points en aller-retour en zigzag, puis on avance en commençant à étirer de la main droite les deux brins, tout en maintenant la lisière. Le début, il n'est pas facile car on a peu de prise, mais on avance en étirant à peine. Et dès qu'on peut attraper et maintenir la lisière avec la main gauche à l'arrière du pied presseur, on va étirer les deux brins assez fortement cette fois-ci, et d'une main en les plaquant contre la ligne de smoke marquée, alors que notre autre main maintient la tension du tissu derrière le pied presseur de la machine. On va piquer au point zigzag, en fait avec l'objectif d'emprisonner les deux fils ensemble entre les points de zigzag et en évitant de piquer dans les fils élastiques. C'est pas non plus très grave si vous piquez dedans. Je vous remontre, on va donc pincer les fils élastiques à quelques centimètres pour les étirer sans inconfort, puis on va avancer la piqûre sur ce second tronçon. On va repositionner les mains sur le tronçon de fil suivant, étirer et ainsi de suite. Quand on arrive au niveau de la marge de couture du bout de la lisière, on va arrêter la piqûre avec un point d'arrêt, en arrière et en avant, et on va couper les fils en laissant la queue des brins de fil de smoke libre sur environ 10 cm. Alors ceci, ça va nous permettre ensuite d'ajuster plus tard le fronçage. On répète donc sur chaque ligne de piqûre avec une même longueur d'élastique. C'est un peu plus délicat. La première ligne de fronce va nous obliger à étirer avec la main à l'arrière du pied presseur pour maintenir le travail bien à plat tout en avançant la piqûre. Il y a bien 5 lignes indépendantes à faire séparément les unes des autres. Lorsque vous aurez terminé les premiers rangs de piqûre, votre vêtement n'aura peut-être pas l'aspect froncé que vous attendiez du fronçage. Mais pas d'inquiétude, car le fronçage il va augmenter au fur et à mesure que l'on réalise des rangées de points. Donc au fur et à mesure des lignes de piqûre, les fronces vont se marquer de plus en plus et de toute façon à la fin, on ajustera manuellement en étirant les fils élastiques. Alors c'est un travail minutieux et plutôt agréable à réaliser. Par contre, c'est un petit peu long. Il faut compter environ 20 minutes pour réaliser les 5 lignes de fronce en s'appliquant bien pour avoir des lignes bien droites. Voilà, on a cousu nos lignes de fronce. Il peut s'avérer que vos lignes de fronce ne sont pas toutes très droites, car on manque un peu de précision parfois. Rien de bien grave, car ces petites irrégularités ne se voient au final pas beaucoup sur l'endroit. Il nous reste à ajuster ligne à ligne les fronces pour obtenir une largeur totale de la jupe telle qu'on l'a indiqué sur le tableau qui va apparaître à votre écran. Vous pouvez évidemment retrouver ces infos dans le tutoriel de votre patron Sifnos. Alors, les élastiques étant doublés sur chaque ligne de smoke, l'étirement pour l'ajustement du fronçage se fait vraiment sans souci et sans risque que l'élastique ne casse. On peut tirer les élastiques de 2 lignes, voire 3 lignes en même temps sans souci. Lorsque la longueur souhaitée est atteinte, on va simplement faire un double nœud au bout de chaque ligne de fronce avec les fils afin de sécuriser vos fronces.
Alors pour ma part, je recommande aussi de refaire une petite piqûre verticale à la fin qui va encore davantage sécuriser les élastiques et je recoupe les fils à 3 cm environ. Enfin, on va répartir harmonieusement les fronces créées en étirant simplement puis en relâchant. En général, cela suffit pour bien répartir vos fronces. Sinon, vous pouvez toujours ajuster du bout des doigts. Alors après tous ces fronçages, nos jupes sont bien smokées. On va maintenant fermer les côtés des jupes. Pour cela, on va aligner endroit contre endroit les jupes devant et dos. Alors une petite précision, pour la version jupe uniquement, on va aligner les lisières côtés avec les petits rentrés de 0,5 faits en haut, mais qui auront été là dépliés comme ceci. Quelle que soit la version, donc pour toutes les versions, on va épingler les côtés et on piquera. Voilà, c'est piqué. On va maintenant ouvrir les coutures au fer. Alors, comme il faut évidemment faire attention à ne pas brûler le fil à smoke qui est sensible à la chaleur, on va mettre entre le fer et la partie à repasser un morceau de tissu ou de papier de soie pour ne pas avoir de contact direct entre la semelle du fer et le fil à smoke. Pour les versions blouse et robe, on va finir d'assembler le bas au buste. Alors on a nos fils de fronce en haut des jupes. Si vous aviez oublié de le faire en amont, c'est encore possible de piquer maintenant les fils de fronce. On pique alors 1 ou 2 lignes parallèles avec des points longs dans la marge de couture. On va utiliser plutôt un fil contrastant pour bien l'identifier ensuite. Alors une ligne peut suffire, mais 2, c'est quand même idéal. N'oubliez pas de ne pas faire de point d'arrêt en début et en fin de ligne de fronce. Alors une fois les lignes de fronce prêtes, on va diviser en 4 parties égales et marquées par des épingles le haut de la jupe dos, puis le haut de la jupe devant. On va de même diviser en 4 parties égales le buste dos, puis le buste devant en marquant par des épingles. Ensuite, on va aligner endroit contre endroit la jupe dos avec le buste dos, puis le buste devant avec la jupe devant. On fait correspondre les épingles qu'on repositionne à travers les épaisseurs. On va passer au fronçage du haut de la jupe en tirant sur les fils de canette jusqu'à ce que la jupe soit de même largeur que le buste. On procède de segment en segment de la même façon. Alors comme c'est un peu long, je vais continuer de mon côté et je vous montre à l'issue du fronçage. Voilà, j'ai fait le tour. On va enrouler l'extrémité des fils en 8 autour de l'épingle pour les tenir en place et on va répartir les fronces du bout des doigts. On va évidemment répéter l'opération sur le devant. Lorsque tout est bien épinglé, on va piquer. Voilà, c'est piqué. On peut maintenant enlever les fils de fronce avec un découseur en option. Il va nous rester à faire les ourlets de la jupe en bas de toutes les versions, mais aussi un ourlet à finir en haut de la version de la jupe. On va d'abord marquer au fer un rentré de 1 cm, puis un autre de 2 cm en bas de la jupe de toutes les versions. On épingle soigneusement, puis on finit par piquer l'ourlet à 2 cm. Pour la version jupe uniquement, on doit simplement reformer les 2 rentrées de 0,5 cm préalablement faits en haut de la jupe au niveau des coutures côtés. Puis on épingle et on va piquer l'ourlet du haut qui restait à piquer au niveau des 2 côtés. Alors bon, si comme moi vous aviez oublié carrément de piquer l'ourlet du haut de la jupe avant de smoker, il faut reformer l'ourlet avec 2 rentrées tout le long, puis piquer tout le long. C'est un peu fastidieux, mais vous voyez bien, rien d'insurmontable. Alors voilà, mes modèles réduits de Sifnos sont finis. J'espère que vous aimerez coudre vos Sifnos et que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à notre chaîne. On a hâte de découvrir vos versions, alors rendez-vous sur Instagram avec le hashtag IkatiSifnos
et à très bientôt chez Icati.